Después de este descentramiento que a mí me ha movido plenamente en el cuerpo, ¿no? de esa práctica en el presente y, como lo han dicho los dos, también de ese amor que entre ellos que permite también su práctica, ¿no? Su práctica en el presente. Y eso es la idea de esta conversación en torno a esa frase que ya hemos mencionado a lo largo de estos días, de darlo todo en el presente, y para eso se lo hemos pedido a Anne, que es parte de la familia de las trovadas, que sin duda es una de las voces camusianas más rigurosas y más vivas de nuestro tiempo, que es profesora, es escritora, y que ha dedicado años en explorar la obra de Camus como objeto de estudio, no, sino realmente como una brújula ética. Hoy cierra este ciclo de reflexiones de esta 10ª edición con este título, Darlo todo en el presente, siendo además lo que fue su tesis, y estoy segura que no solo será una conferencia sobre Camus, sino que será también una guía ética para hoy. Así que muchas gracias, Anne, por estar un año más con nosotros y espero hasta el final. Bonjour, vraiment je vois personne, hein, mais bon, vous me voyez. Bonjour à tous et merci beaucoup Sandra, merci Carlos, merci aux Trovades. C'est vrai que je me sens vraiment une amie, une sœur depuis toutes ces années où j'ai vraiment le privilège de vivre ces rencontres et puis de tellement y recevoir. Et je voulais te dire quelque chose, je ne sais pas si Sandy est encore là, qui vient de parler, parce que elle me faisait penser à une nouvelle de Camus dans L'Exil et le Royaume qui s'appelle L'Hôte. Et en français, je voulais rappeler que l'hôte, eh bien, c'est à la fois celui qui invite et à la fois celui qui est invité. Il n'y a pas de distinction. Bon, je ne sais pas si elle est là, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, merci Sandra, tu me demandes finalement de revenir au texte et de revenir à Camus. Donc, c'est ce que je vous propose pendant ces quelques minutes, à travers cette très belle phrase. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Alors, vous savez, c'est à la fin de L'Homme révolté. L'Homme révolté, c'est 1951. Que Camus, donc, exalte cette forme particulière d'être au monde, tout donner au présent. Et ce n'est pas du tout une phrase, je dirais, écrite par hasard par Albert Camus, parce que depuis longtemps, c'est toute sa vie qui est engagée dans ce rapport très particulier au temps. Oui, on peut vraiment évoquer une poétique du présent qui irradie son œuvre, son rapport au paysage, aux personnages, aux personnes, et qui engage, on le verra même, une ligne de conduite politique. Alors, je vous propose quelques réflexions sur cette question centrale chez Camus. Et en commençant, je voudrais rappeler finalement 2 aspects très concrets qui conditionnent ce rapport au présent de Camus. Ce n'est pas par hasard qu'il y tient à ce temps présent. Mais d'abord, l'Algérie. Comme vous le savez, comme on le sait, Camus est né en Algérie. Et son ami Jean Grenier, qui était aussi son prof de philo, disait « Pour parler d'Albert Camus, il aurait fallu d'abord parler de l'Algérie, non pour l'expliquer par son pays, mais parce que des traits de son caractère ne peuvent se comprendre que par là. » Et effectivement, Camus le précisera dans Nos qui est paru en 1939, c'est son 2e texte paru, dans le chapitre « L'été à Alger ». Voilà comment il parle, Camus, de l'Algérie. « Ce pays est sans leçon, il ne promet ni ne fait entrevoir, il se contente de donner, mais à profusion. » Donc le rapport au présent chez les Algérois ne découle pas d'une conception théorique, d'une philosophie de vie très élaborée, mais ses compagnons algérois avec qui il passe son enfance
et dont il fait justement dans Nos une étude presque sociologique, il dira qu'ils n'ont ni le sens du péché, ni celui de l'éternité, et que ces personnes ne connaissent que le présent. Une joie de vivre sans avenir. Faute de biens matériels ou de richesses, qui était le cas de Camus et de sa famille, ils vivent au contact permanent de la nature, et Camus écrit « Ce peuple tout entier, jeté dans son présent, vit sans mythe et sans consolation. » Et il écrit toujours dans Nos « Tout ce qu'on fait ici marque l'insouciance de l'avenir. » Ce qui importe, écrit encore Camus, ce sont ces vérités que la main peut toucher. Et la vérité du monde réside dans ce tangible, dans ce concret, et l'Algérie lui offre un contact immédiat avec la beauté et le force à recevoir de l'instant sa particularité unique et provisoire. Et il redit, toujours dans Nos, son attachement à refuser tous les plus tard du monde, parce qu'il s'agit de ne pas renoncer à sa richesse présente. Alors, de même que la scène de théâtre ou le stade de foot ont contribué à son éducation, on peut dire que l'Algérie, c'est aussi une terre d'apprentissage pour lui, mais elle n'est pas univoque dans les leçons qu'elle donne. La preuve en est cette autre face du présent, on va le voir, plus austère, qui est portée par la ville de Djémila, toujours dans le même recueil, Nos. Là, on est à Djémila, c'est une ville balayée par un vent, et Camus écrit, qui ne mène nulle part et n'ouvre sur aucun pays. Et le chapitre qui lui est consacré dans Nos porte, cette fois-ci, l'empreinte de la mort. Dans ce paysage qui est poli par le vent et qui encourage à une lucidité courageuse, le narrateur fait une autre expérience du temps. Oui, dit-il, je suis présent. Et ce qui me frappe à ce moment, c'est que je ne peux aller plus loin. Comme un homme emprisonné à perpétuité, et tout lui est présent. Et dans ce paysage singulier, il trouve le courage d'affronter l'échéance de sa mort. Je cite, « Pour moi, devant ce monde, je ne veux pas mentir ni qu'on me mente. Vivre l'instant présent, c'est affronter avec lucidité sa finitude. » Il écrit « Je veux porter ma lucidité jusqu'au bout, regarder ma fin avec toute la profusion de ma jalousie et de mon horreur. » Et pourtant, il est jeune quand il écrit ça, peut-être 25 ans. Mais pourquoi écrit-il cela ? Parce que le chant triste de Djémila le renvoie à sa mort et le renvoie à ce deuxième élément constitutif de sa vie, constitutif aussi de son rapport au présent, c'est la maladie. Alors, cette tuberculose de Camus, elle est découverte alors qu'il a 17 ans. Lorsqu'il commence à cracher du sang, et ça a vraiment un très grand retentissement dans sa vie. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il est victime de 3 attaques de tuberculose qui l'obligeront à interrompre ses études et différentes activités. Il ne pourra pas passer l'examen pour devenir professeur. Et pour ce jeune homme qui jusqu'à présent ne connaissait que l'éblouissement du soleil, c'est une sorte de découverte de l'envers du décor. Il écrit « La sensation de la mort, qui désormais m'est familière, pressentir la mort à la simple vue d'un mouchoir rempli de sang. » Et désormais, tout au long de son existence, parce qu'il faut le savoir et que ça a une répercussion sur sa pensée, il va vivre avec ce corps malade, diminué, même s'il a une très grande force de vie, qui l'obligera régulièrement à de longs moments d'arrêt, à des séjours à la montagne qui ne réjouissent pas vraiment le Méditerranéen. C'est ainsi, par exemple, qu'il passera 15 mois pendant la Seconde Guerre mondiale dans un village de Haute-Loire en 1942 et 1943. Et un corps qui souffre ramène aussi obligatoirement au présent. Et en relisant les journaux de voyage, on comprend justement ce que c'est que ce compagnonnage imposé de Camus avec la maladie, car ces journaux permettent justement de le suivre un petit peu quotidiennement. Bon, je donne un exemple. En 1954, par exemple, lors d'un voyage en Italie, il est question de fièvre, de repos forcé, de maladie. Le 8 décembre, je cite, « Toute la journée au lit avec une fièvre qui ne cède pas. Heureusement, je vois la mère de mon lit. Le 11 décembre, toute la journée ou presque au lit, état fiévreux, qui m'ôte le goût de tout. Se refaire à tout prix une santé, j'ai besoin de ma force. »
Même chose aussi, par exemple, en 1949, au Brésil, couché à vieille fièvre, grippe, les 26 et 27 août, 2 jours affreux où je traîne ma grippe dans l'indifférence, etc., etc. Donc ces quelques exemples que je tenais à vous donner non exhaustifs montrent que la maladie n'est pas une simple vue de l'esprit pour Camus, mais c'est vraiment un vis-à-vis permanent. Même si je dois dire que, mis à part les voyages, Camus reste très discret sur ce chapitre. Donc la maladie lui enseigne la valeur du temps. Je cite, « La maladie et sa décrépitude, il n'y a pas une minute à perdre. Ce qui peut-être est le contraire de « il faut se dépêcher ». C'est une phrase étonnante, mais qui témoigne déjà de la maturité de ce jeune malade qui ne confond pas intensité et précipitation, intensité et agitation, mais qui suggère justement déjà un approfondissement du moment présent. Ailleurs, il confiera ce qu'il y a de dégradant en toute souffrance, ne pas se laisser aller au vide, tâcher de vaincre et de remplir, le temps, ne pas le perdre. Donc à première vue, on pourrait penser que l'omniprésence de la mort amène un dégoût de l'existence, décourage de vivre et rend insensible à tout ce qui se passe. Bien sûr, c'est vrai de temps en temps chez Camus, mais la plupart du temps, la présence de la mort, fondamentalement, exalte son amour de la vie. Ce sentiment d'urgence qui obsède Camus, cette certitude que tout doit mourir un jour, sont les conséquences de cette maladie qui, à l'époque, est encore mortelle. Et il évoque par exemple aussi ce sentiment de précarité dans L'Envers et l'Endroit. L'Envers et l'Endroit, c'est 1937, premier texte publié. Là était tout mon amour de vivre, une passion silencieuse pour ceux qui allaient peut-être m'échapper, une amertume sous une flamme. Chaque jour, je quittais ce cloître, comme enlevé à moi-même, inscrit pour un court instant dans la durée du monde. Alors on trouve de nombreux témoignages de contemporains de Camus qui remarquent chez lui ce sentiment d'urgence. Ainsi Jean Grenier écrit « Mais l'auteur de La Peste était pressé, le temps lui était mesuré. À son œuvre également, il fallait aller vite. Je sens dans l'homme et dans l'œuvre l'aiguillon de la nécessité. » Donc ce sens de l'urgence est renforcé aussi par l'exceptionnelle conscience camusienne de la gravité des enjeux humains, ainsi qu'il l'écrit à Jean Grenier dès 1935, il a 22 ans. « J'ai un si fort désir de voir diminuer la somme de malheur et d'amertume qui empoisonne la vie des hommes. » Donc une telle déclaration témoigne de cet engagement éthique précoce qui le conduit justement à porter très vite son attention sur les figures les plus exposées à la souffrance, à savoir les pauvres et les humiliés. Alors, on constate que les nombreuses réflexions qui sont consacrées à la pauvreté mettent d'ailleurs en évidence à nouveau ce rapport singulier au temps présent. Comme si les pauvres étaient caractérisés par un temps clos, privé d'horizon, privé de projection. Alors ces exemples sont très nombreux dans Le Premier Homme, dernier ouvrage de Camus, qui sera publié de manière posthume, qui est un roman vraiment d'inspiration autobiographique. Et dans Le Premier Homme, le personnage de la mère, qui a beaucoup de ressemblances avec la personne, la propre mère de Camus, cette femme de ménage qui est éreintée par ses journées, par exemple, appartient, et c'est l'objet de cet ouvrage, à une lignée, à un peuple de pauvres, et je cite Camus, sans autre projet que l'immédiat, qui partage avec elle justement cet enchaînement au présent. Selon les dires du narrateur, Lucie est, je cite, l'esclave soumise des jours et de la vie. Incapable de la moindre tentative de domination du temps, incapable du moindre choix, elle témoigne simplement de cette patience aveugle. Et dans les notes, puisque vous savez que c'est un roman inachevé, Camus avait d'ailleurs prévu de commencer la dernière partie par cette image qui semble une métaphore de la mer, l'âne, l'animal, l'âne aveugle qui patiemment, pendant des années, tourne autour de la noria.
L'image est pénible, mais très parlante. Elle confirme un peu cette négation des perspectives qui aboutit au piétinement. Donc tous les termes utilisés par le narrateur traduisent la vue courte, l'absence d'horizon, et que Camus vit comme une sorte de malédiction de la pauvreté. Ailleurs, il parlera d'une forme de bénédiction de la pauvreté, mais pour autre chose. Là, une malédiction de la pauvreté qui est difficilement supportable aux yeux du narrateur. Et dans un tout autre contexte, on peut aussi parler, là ensemble ce matin, d'une suite d'articles de journaux. Donc ça, c'est la casquette de Camus, journaliste. Une suite d'articles, 11 articles en tout, qui sont consacrés donc à la misère en Kabylie en 1939. Là, Camus y dénonce les excès du colonialisme, il est révolté par la condition de vie des habitants et il est profondément ému devant la pauvreté, et devant la pauvreté qui a pour conséquence de ne pas pouvoir s'abandonner à l'instant et en particulier à la beauté d'un soir. Donc là, je cite Misère en Kabylie. Et à cette heure où l'ombre qui descend des montagnes sur cette terre splendide apporte une détente au cœur de l'homme le plus endurci, je savais pourtant qu'il n'y avait pas de paix pour ceux qui, de l'autre côté de la vallée, se réunissaient autour d'une galette. Je savais aussi qu'il y aurait eu de la douceur à s'abandonner à ce soir si surprenant et si grandiose, mais que cette misère, dont les feux rougeoyaient en face de nous, mettait comme un interdit sur la beauté du monde. On sait ce que ces articles audacieux dénonçant les excès du colonialisme ont coûté aux jeunes journalistes de 26 ans qui osaient se dresser contre l'administration coloniale. Mais ici, les pauvres, criant famine, sont emprisonnés dans un présent étroit, empêchés d'accéder à la douceur du soir qui tombe, exclus en fait de l'expérience de la beauté. C'est vraiment le suprême malheur, c'est de manquer de ciel ou de lumière. Et l'origine de la revendication de la justice qui ne cesse d'animer Camus prend sa source dans ce scandale. Incapables de toucher les vérités à portée de leurs mains, emprisonnés dans un présent qui les coupe de la beauté du monde, accaparés qui sont de la survie, comme ce personnage de la mère dans L'Envers et l'Endroit, qui, après sa journée de femme de ménage, ne peut que, je cite, se perdre dans la poursuite éperdue d'une rainure de parquet. Que le maximum d'êtres puisse avoir accès, même fugitivement, à la beauté du monde qui se donne dans l'ici et le maintenant, à qui peut s'y abandonner, il me semble que Camus, par fraternité, l'a souhaité. Il est difficile de se laisser aller seul à la tendresse des crépuscules quand à côté, l'autre en est empêché. Alors, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Il s'agit justement d'un présent qui est ouvert à l'avenir, un présent créateur. Camus a vraiment été ému par le sort de ceux qui sont privés de vivre un présent suffisamment digne pour pouvoir encore poser un regard sur le monde. Alors, dans L'homme révolté, d'où cette phrase est issue, l'écrivain s'attachera à la figure de l'homme qui, au plus profond de lui-même, crie justice devant le mal. Et cette révolte intérieure devient défense généreuse de l'homme et solidarité avec les humiliés dans l'instant présent. Je cite, « Cette folle générosité est celle de la révolte qui donne sans tarder sa force d'amour et refuse sans délai l'injustice. L'honneur de la générosité, je cite encore, est de ne rien calculer, de tout distribuer à la vie présente et à ses frères vivants. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Donc dans L'homme révolté, comme on le sait, Camus s'opposait fermement aux idéologies, à certains courants du marxisme qui affirmaient qu'il fallait accepter une dictature, une violence aujourd'hui pour garantir une utopie ou une justice future parfaite demain. Pour Camus, le futur est hypothétique. Si on commet une injustice aujourd'hui, elle est bien réelle et bien concrète. Il prenait ce qu'il appelait la pensée de midi,
une forme de révolte qui refuse les extrêmes et qui ne sacrifie jamais l'humain vivant sur l'autel d'une idée abstraite. Et Camus conclut son essai en opposant la démesure des idéologies totalitaires à la mesure de la révolte. Il écrit toujours dans le même chapitre « La fin justifie les moyens. Cela est possible, mais qui justifiera la fin ? À cette question que la pensée historique laisse en suspens, la révolte répond « les moyens ». Et c'est ici que Camus définit sa limite éthique, en refusant un messianisme politique qui sacrifierait des générations présentes pour un paradis à venir. Il affirme que la justice ne peut pas naître de son contraire. Si le moyen est injuste, la fin le sera nécessairement. Alors, tout donner au présent, pour Camus, se projeter sans cesse dans l'avenir est une fuite, c'est une manière de ne pas affronter l'injustice immédiate, et la vraie générosité n'est pas une promesse de lendemain qui chante, mais un engagement total pour l'homme qui se tient devant nous aujourd'hui. Et donner au présent, c'est vraiment créer, aimer, lutter sans attendre de récompense historique ou divine. C'est un appel à vivre intensément et avec éthique, sans se laisser aveugler par l'espoir qui pourrait être une forme de démission, sur l'instant, ou par le désespoir qui pourrait nous paralyser. Tout donner au présent pour que chacun puisse envisager ce présent sans se courber, sans le subir, mais, pour reprendre la formule de Pindare, en épuisant le champ du possible, pour que chacun ait la force de vivre un présent créateur. Dans la lumière, écrit Camus, dans la dernière page de L'Homme révolté, le monde reste notre premier et notre dernier amour. Nos frères respirent sous le même ciel que nous, la justice est vivante. Oui, c'est bien ici et maintenant que se joue la fraternité. Maintenant, on l'a compris, on a compris le poids de ce mot pour Camus, sans délai, sans tarder. Et ici comme on le voit depuis 2 jours, ici dans nos lieux, dans nos territoires, dans nos périmètres et à notre échelle. Merci. Qui veut rebondir sur ce que tu as dit. Allez, vas-y. Merci Anne, c'était très beau, très camusien. Je suis Agnès, je suis beaucoup venue ici et je voulais simplement dire que dans révolte, il y a volte, c'est-à-dire le visage, ce que l'on retourne. Et ça, tu l'as très très bien montré, mais avec toute l'implication éthique. Donc voilà, je voulais simplement dire ça parce que je suis tellement heureuse d'être ici. Et merci Anne. Merci Agnès. Bon, moi je crois que restons au présent. Merci Anne encore.